ensemble. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup au professeur Ahmed Bennis pour cette belle présentation, comme d'habitude. Alors, voilà, donc, je vous rapporte que on est actuellement 1966 personnes à être connectées à cette conférence. Il y a eu des problèmes de synchronisation avec les diapositives du professeur Ahmed Bennis. Nous nous excusons pour ce petit contretemps. Et puis voilà, donc on a eu énormément de questions. Si les orateurs le permettent, on va essayer de faire des questions courtes et des réponses courtes, s'il vous plaît. Donc voilà, les questions vont être posées et voilà, l'orateur qui est intéressé bien sûr par la question, il pourra y répondre. Première question, l'efficacité de l'hydroxychloroquine et la phase de la maladie. Est-ce qu'elle est efficace seulement dans les phases, chez les patients asymptomatiques ou chez les patients qui sont peu symptomatiques, ou elle est aussi efficace chez les patients qui sont dans les formes sévères? Elle est efficace quand elle est prise au début. Je suis tout à fait d'accord avec Chakib, si je me permets. C'est-à-dire que même le professeur Raoul lui-même, il dit que c'est pour les phases 1 et 2. C'est-à-dire il faudrait absolument diminuer la charge virale, la charge inflammatoire, pour justement éviter tout ce qui va arriver par la suite. Alors, dans le même ordre d'idée, les nouveaux anti-inflammatoires, les anti-interleukines, les interférents et tout ça, est-ce qu'ils ont actuellement une place dans le traitement de cette maladie dans les formes graves, professeur Chakib? Alors, le seul interférent qui a été essayé, c'est l'interférent bêta. Les autres, je n'ai pas de données. Mais en fait, voilà. Alors, question, l'hydroxychloroquine en traitement préventif pour les personnels soignants, est-ce que ça doit être systématique ou pas? Non, ce n'est pas systématique. Il y a un travail indien ou un protocole indien qui actuellement qui circule. Et dans le protocole indien, il est dit que c'est fait pour les personnes qui sont à risque. Ça veut dire que les personnes qui étaient en contact avec un malade. Et pas pour tout le monde. Merci beaucoup. Si je peux intervenir sur ça. Alors, on a fait un petit papier avec un ami ophtalmo, le docteur Tahiri de France, on a essayé de revoir un peu les expériences. Alors, aujourd'hui, on a une expérience belge à Liège, on a une expérience indienne, c'est-à-dire qu'on se dit que finalement, l'hydrochloroquine, comme on va se mettre dans la position de quelqu'un qui va voyager dans un pays à risque, par exemple, de paludisme, par exemple au Kenya, par exemple, et on va donner le même protocole, c'est une proposition, surtout chez les médecins à risque, ou chez les médecins ou les infirmiers ou le personnel médical à risque, qui est exposé. Et donc, ça serait à ce moment-là, on a juste fait une proposition, à ce moment-là, c'est à l'équipe qui s'occupe du Covid sur le plan soin de proposer un protocole et un protocole de suivi. Mais ça me paraît une piste intéressante parce que, a priori, c'est ce qu'on dit, dans les pays où les gens ont l'habitude de prendre de la chloroquine, il y aurait moins de cas de Covid. Peut-être, c'est une piste à creuser. Merci, alors, mon ami. Faites très attention à l'AMM, parce qu'on n'a pas d'AMM dans ce cas particulier, et on n'a pas non plus d'ATU. On n'a qu'une recommandation d'utilisation de l'hydroxychloroquine et la chloroquine chez les malades qui sont positifs. C'est important, parce que si jamais il y a une complication, un effet secondaire majeur, et si on arrive au médico-légal, bon, on va avoir des problèmes. Une question pour le professeur Chakib. Les patients qui sont suivis pour maladie de système, notamment un lupus, et qui sont sous chloroquine, est-ce qu'ils sont plus protégés que la population générale? Alors, je ne dirais pas qu'ils sont plus protégés parce que comme ils sont déjà immunodéprimés par la maladie, bien sûr, ça dépend quelle maladie de système, mais on sait que le lupus, il donne une immunodépression. Donc, à mon avis, il ne doit pas jouer comme ça. Il ne doit pas dire, oui, moi, je suis protégé, je peux sortir sans précaution. Non.
Ce qui protège les gens, c'est rester confiné à la maison, rester à la maison et prendre des précautions quand on sort obligatoirement pour faire des courses ou pour aller travailler quand on ne peut pas faire le télétravail. Mais le fait de prendre de la chloroquine ou de l'hydroxychloroquine, mais essentiellement c'est l'hydroxychloroquine qui est utilisée dans le plus, ne va pas, à mon avis, les protéger plus que d'autres personnes s'ils sont infectés avec une forte dose de virus. Alors, une question qui est revenue très souvent, c'est les IEC, les ARA2 et l'aggravation de cette maladie virale. Je me permets de répondre à cette question. Je pense que c'est Ahmed, il va être d'accord avec moi. Tout le monde est d'accord qu'il ne faut pas arrêter ces médicaments-là. Il ne faut pas les arrêter. Il n'y a aucune preuve scientifique actuellement qui montre qu'il y a une aggravation sous ces médicaments. Les sociétés savantes, qu'elles soient américaines, européennes ou suisses, par exemple, continuent à autoriser ce genre de médicaments et il ne faut pas, bien entendu, les arrêter. Le virus peut-il rester actif en l'air? Est-ce qu'il y a une possible contamination par l'air, si Shakib? Non. Sauf quand on est à moins d'1 mètre d'une personne qui est infectée, qui est en train de tousser ou qui est en train d'éternuer. Mais si on passe dans un couloir, par exemple, on se dit, voilà, le malade il est passé par un couloir et puis 2, 3, 4 minutes, 15 minutes, il y a une personne qui passe par le même couloir, en général, on n'a jamais décrit de contamination comme ça. Alors, comment désinfecter les surfaces? Pas les mains et les surfaces, enfin, chez nous, au cabinet. Tout ce qui peut être désinfecté par l'eau de Javel, je l'ai dit dans ma communication, c'est l'idéal. L'hypochlorite de sodium ou l'éthanol pour certaines surfaces ou pour certains outils. Et ce qui n'est abîmé soit par l'hypochlorite de sodium ou l'éthanol, il doit se désinfecter avec du glutéraldéhyde à 2%. Merci. Alors, le dépistage à grande échelle, quel est ton point de vue là-dessus? Est-ce qu'il faut dépister tout le monde, si on avait par exemple les Allemands, ou est-ce qu'il faut être raisonnable et dépister les patients qui sont à risque? Si on avait les moyens, oui, je serais d'accord pour un dépistage de masse, dépister tout le monde. Mais c'est une question de capacité de pays pour les tests, tout simplement. Est-ce que tu as une idée sur le moment où il y aura le pic de l'épidémie au Maroc? Non, aucune idée. Est-ce qu'on peut prédire ça? On voit actuellement que la courbe elle est en train de baisser, la courbe des cas qui sont déclarés, les nouveaux cas. Est-ce que tu penses qu'on est sur la bonne voie? Est-ce qu'on peut espérer un pic de l'épidémie déjà derrière nous, ou est-ce qu'il faut continuer à faire attention? Alors, je ne crois pas que le pic d'épidémie est derrière nous. On peut espérer, au vu des résultats de nombre de cas d'hier et d'avant-hier, qu'on va rester dans cette marge et par conséquent un aplatissement de la courbe, ce qui serait une très bonne chose pour le Maroc, mais à condition que les gens restent chez eux confinés, qu'on garde le maximum de confinement et qu'on garde le maximum de précautions pour qu'on n'ait pas de nouvelles contaminations. Alors, pour Ahmed, l'ECG pré-chloroquine est-il vraiment indispensable chez tous les patients? Exactement. Moi, il faut le faire parce qu'à ce moment-là, bien entendu, ça va nous guider, comme je l'ai dit tout à l'heure, autoriser la prescription si on a un QT corrigé inférieur à 460 millisecond. Ça, c'est important. Ça nous permettra de discuter du cas par cas du rapport bénéfice-risque en cas de QT corrigé entre 460 et 500 millisecondes. Ça nous permettra aussi de récuser les patients à risque, c'est-à-dire ceux qui sont contre-indiqués, qui ont un QT plus de 500 millisecondes. Alors, quand on a des patients qui ont un QT de plus de 500 millisecondes ou qui ont un QT entre 530 et 550 sur un QRS large, 120 millisecondes, ça peut être dangereux. Et aussi dépister les rares cas de syndrome de QT congénital. Non, c'est extrêmement important. Et je pense que c'est un petit peu maintenant rentré dans les habitudes des médecins marocains qui s'occupent de ces cas Covid positifs. Je travaille avec un centre qui s'occupe un petit peu de ces malades et ils m'envoient régulièrement des ECG. Et donc, je pense que ça commence à être dans les habitudes et ça se fait de façon assez automatique maintenant. Donc, on ne traite pas avant de faire un électrocardiogramme.
Tous les Alors, malades toujours, qui sont traités au pardon, Maroc par l'hydroxychloroquine et la chloroquine sont traités après avoir bénéficié d'un ECG. Et bien sûr, et au moment de l'hospitalisation, au moment on va les ECG sont contrôlés. Alors moi, je voulais poser une question. J'espère qu'on ne va pas arriver là, mais si on arrive à une saturation des lits d'hôpitaux et on est obligé de prendre en charge les malades qui sont hospitalisés chez eux, est-ce que des malades qui ont éventuellement des ECG chez eux parce qu'ils sont suivis chez les cardiologues, ils peuvent, par exemple, envoyer un ECG chez leur cardiologue et leur demander est-ce que j'ai un QT lent ou pas lent? Est-ce que ça se fait et quel est ton point de vue? Enfin, quel est votre point de vue parce que vous êtes deux cardiologues? moi, je pense que c'est tout à fait faisable. Hein, c'est tout à fait faisable parce qu'un patient Covid positif, on a besoin d'un bon interrogatoire, d'un bon examen clinique, d'un électrocardiogramme. On peut le voir par télétravail et puis on peut mesurer correctement le QT par la formule de Bazet et puis dire au médecin traitant est-ce qu'il y a une anomalie du QT ou s'il n'y a pas d'anomalie du QT. Et bien entendu, 2 jours, ce qui est recommandé, c'est 2 jours après le début du traitement, on refait un autre ECG et bien c'est comme ça un petit peu qu'on surveille ces patients. Si tu permets, à Saïd, j'ai mon ami le docteur Hicham Skhali de Harvard, des États-Unis, qui nous suit. Et donc, aux États-Unis, tous les examens non urgents sont reportés. Donc, les examens, seuls donc les examens aux États-Unis, nous conseillons de reporter tous les cas non urgents. Seuls les examens qui pourraient changer d'une manière immédiate la conduite à tenir peuvent être considérés. Voilà, c'est un message extrêmement important, c'est-à-dire seules les choses importantes à faire. Voilà. D'ailleurs, on a eu une question de l'audience comme ça. L'échocardiographie et durant cette période de pandémie et d'épidémie, tu la fais systématiquement, tu la réserves aux patients qui sont vraiment nécessiteux. Est-ce que c'est un geste, est-ce que c'est un acte qui est contaminant à risque? L'échographie cardiaque. Oui. C'est ça. Oui, oui. Je suis tout à fait d'accord avec mon ami Hicham Skhali. Et donc, tous les examens, les explorations cardiovasculaires doivent être reportés. Tout ce qui n'est pas urgent doit être reporté. Ne faire dans cette période de pandémie mondiale que ce qui est nécessaire pour le patient, qui est Covid. Le reste, ça n'a pas d'importance. Et l'ensemble des explorations que nous faisons pour les malades ailleurs, c'est-à-dire tout ce qui est écho, épreuve d'effort, tout ça, exploration IRM, tout ça doit être reporté parce que nous sommes aujourd'hui c'est une autre réflexion. C'est une réflexion en termes de guerre. Excuse-moi de t'interrompre parce qu'on a beaucoup de questions. On aimerait bien répondre à une majorité. L'atteinte cardiaque, est-ce qu'elle prédispose à une mortalité plus grande que lorsqu'elle n'existe pas? Juste pour revenir à l'échographie, vous savez que l'échographie est un examen à risque parce qu'il vous expose à la proximité des patients. C'est-à-dire, pratiquement, il est à moins de quelques centimètres de votre visage quand vous faites l'échographie. Si vous la faites à gauche ou à droite, il y a toujours un risque par rapport, bien entendu, aux patients. Ça, c'est une chose extrêmement importante. Donc, pour l'atteinte cardiaque, bien entendu, alors vous savez que le syndrome de détresse respiratoire va multiplier la mortalité de 7 fois. Et le fait d'avoir une atteinte cardiaque, en particulier une myocardite, ça va augmenter la mortalité de façon exponentielle de 3 à 4 fois la mortalité exponentielle. La myocardite, les arythmies, les troponines élevées, les NT-proBNP et surtout la cinétique des troponines et du NT-proBNP sont des éléments à risque. Et la myocardite, au même titre de tous les éléments que j'ai cités tout à l'heure, je les reprends, les complications pulmonaires, les atteintes rénales, les troubles hydroélectrolytiques, les coagulopathies, CIVD, tous ces éléments sont à risque majeur de cardiovasculaire et de mortalité. L'atteinte myocardique, est-ce qu'on va la traiter de façon symptomatique seulement quand il y a des symptômes d'insuffisance cardiaque ou est-ce qu'on peut proposer des corticoïdes, des immunosuppresseurs ou de l'immunoglobuline? Alors d'abord, il faut contrôler la tension artérielle. Si la tension est à moins de 100 mm de mercure, on peut utiliser de la dobutamine. Il faut bien oxygéner les patients.
on peut les oxygéner à haut débit. Si les malades commencent à faire de la défiance respiratoire, à ce moment-là, on va les intuber. Alors, du traitement spécifique, c'est-à-dire que si la tension le permet, les grands classiques, les IEC, les bêta-bloquants, les anti-aldostéroniens. Et puis, bien entendu, aujourd'hui, il y a des équipes qui utilisent les corticoïdes, bien entendu, et on peut aussi utiliser de l'hydrochloroxine, de la Zithromax. On peut utiliser aussi des antiviraux comme le Remdesivir ou l'Opinavir. On peut utiliser ces protocoles. Mais à ce moment-là, chaque équipe a son protocole thérapeutique qui sera défini selon les dispositions, selon on dispose. C'est Abdel. Pourquoi et quand est-ce qu'on doit douter d'un test PCR négatif? Alors, premièrement, quand on a un malade qui nous dit qu'il était en contact avec un cas qui est positif et qui a une symptomatologie qui est évocatrice. Deuxièmement, quand on a un malade chez qui on a découvert un aspect typique à la TDM thoracique. Et là, il y a même certains praticiens maintenant qui disent quand on a un scanner qui est typique, il faut commencer le traitement. Voilà. Il faut commencer le traitement. OK. Alors, pourquoi il faut douter? Parce que le prélèvement n'est pas bien fait, parce qu'il n'est pas acheminé à temps. Alors, pour deux raisons. Premièrement, parce que la technique elle-même ne va pas jusqu'à 100%. Même quand on fait un lavage broncho-alvéolaire, ça veut dire on va au niveau du poumon, mais à l'intérieur du poumon. Donc, on va récupérer des cellules, etc. On va récupérer des virus et tout. La technique ne va pas jusqu'à 100%, premièrement. Et deuxièmement, parce que quand on fait un prélèvement classique, ça veut dire par le nez, on va jusqu'au niveau de la gorge, l'arrière de la gorge. Donc, on va monter jusqu'à 60-65%, pas plus. Donc, on va se retrouver avec 30 à 35% des faux négatifs. Très brièvement, quelle est la fiabilité des tests minutes dont on parle un petit peu? Alors, les tests minutes, il faut distinguer deux tests. Les tests antigéniques, s'il y a des tests antigéniques, chose qu'on n'a pas au Maroc, qui n'existe pas même dans beaucoup de pays, même pas beaucoup de pays européens, des tests antigéniques, oui, je prends. Ça peut remplacer la PCR. Quoique la PCR, jusqu'à maintenant, reste l'examen de référence. Les tests anticorps IgM ne servent pas à grand-chose pour le diagnostic précoce de la maladie. Alors, dans le même ordre d'idée, les patients à risque, est-ce qu'on continue à leur prescrire des vaccins antigrippaux et antipneumocoques dans cette situation de crise? Alors ça, c'est une question qui est compliquée parce que si on prescrit les questions compliquées, des antipneumocoques, si on prescrit ça, ça veut dire qu'on doit demander au malade de sortir, d'aller dans un milieu médicalisé. Ça veut dire qu'il y a un risque qu'il soit en contact avec une personne qui éventuellement peut le contaminer. Parce qu'on sait que, par exemple, pour les vaccins antipneumococciques, sont utilisés essentiellement chez les malades qui sont à risque aux infections pneumococciques, c'est-à-dire immunodéprimés ou ayant des maladies qui les prédisposent, comme les maladies chroniques, pulmonaires, cardiovasculaires, etc. Alors, deuxième chose, on n'a pas l'impression, dans le coronavirus, contrairement à la grippe, qu'on a plus de surinfection à pneumocoque. Ça, c'est une constatation qui a été faite par les Chinois, donc on n'a pas l'impression. Donc là, c'est ce qu'on disait, bien sûr, je te rappelle ce qu'on disait dans le congrès de l'AMCAR il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, quand je vous ai expliqué que les pneumonies virales, ça donne des problèmes cardiovasculaires, ça tue les gens. Maintenant, on a la démonstration avec le coronavirus. Donc, il faut laisser passer cet orage, cette épidémie, et dire aux gens, dorénavant, vaccinez-vous à temps pour la grippe et vaccinez-vous contre le pneumocoque. Merci beaucoup. J'ai vu un patient, ça c'est un cardiologue qui le rapporte, j'ai vu un patient coronarien stenté porteur d'un pacemaker. Il était en insuffisance cardiaque, il refuse l'hospitalisation. J'apprends aujourd'hui qu'il était hospitalisé à Moulay Youssef pour détresse respiratoire. Que dois-je faire, moi qui est médecin?
Est-ce que je dois aller me faire tester? Est-ce que je dois rester chez moi et ne pas sortir pendant 14 jours? Ou bien est-ce que je dois prendre l'hydroxychloroquine? Ou à qui s'adresser? Voilà, il doit faire, premièrement, commencer par le confinement. Se tester aujourd'hui, ça ne sert à rien parce que de toute façon, il va être négatif, mais parce qu'il a une phase d'incubation, va être négatif, mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas se positiver après. Prendre de la chloroquine, c'est un risque. Maintenant, s'il me dit qu'il était en contact étroit, moins d'1 mètre avec un malade, les Indiens recommandent la prise de la chloroquine avec un protocole particulier. Je m'explique. La prise de la chloroquine pour un personnel de santé qui était en contact avec un malade, en contact étroit avec un malade qui a été testé positif, se prend de la façon suivante. Premier jour, 400 mg le matin, 400 mg l'après-midi. Deuxième jour jusqu'au 5e jour, 200 mg le matin, 200 mg le soir. Ça veut dire en fait 2 comprimés le matin, 2 comprimés le soir le premier jour, G2, G3, G4, G5, 1 comprimé le matin, 1 comprimé le soir. Deuxième chose très très importante, même si on est cardiologue, on a le droit de faire un QT allongé. Donc avant de prendre l'hydroxychloroquine, il faut bien sûr faire un ECG et faire un ionogramme pour vérifier sa calémie et bien sûr être en contact avec un médecin qui connaît les effets secondaires de médicaments pour éventuellement, si ce cardiologue développe des effets secondaires, il faut qu'on les arrête. Je ne parle pas des effets cardiovasculaires. Est-ce que tu as souscrit, si Shakib, du Zithromax chez ce patient, chez ce médecin? Non, non, il n'y a aucun protocole qui met Zithromax en prévention. En prévention, ok. Voilà. Mais je suis bien sûr tout à fait d'accord sur le CG, bien sûr. Il faut une surveillance électrique et d'ionogramme sanguin obligatoire. Voilà. Et bien sûr, puisque, juste une remarque, parce que s'il est cardiaque, il doit se considérer comme, s'il est cardiologue, il doit se considérer d'abord comme un patient. Et donc, il doit donner la main à un médecin qui va le suivre. Parce que le plus souvent, les médecins font de l'automédication. Et ça peut être parfois… Vas-y, Saïd, Ismaël. Oui, Saïd, tu voulais poser une question pour toi, Ahmed. Oui. Les patients en fibrillation atriale et stabilisés. Oui. Oui. Les patients en fibrillation atriale et qui sont bien stabilisés. Oui. Est-ce que on peut leur donner de l'hydroxychloroquine ou pas? Est-ce qu'il y a un risque d'aggravation de leur trouble de rythme? Bon, ça, c'est une question qui survient parce que tu sais qu'il y a dans l'audience des cardios et il y a des médecins généralistes, il y a aussi des médecins de toute spécialité, mais il y a aussi des personnes En principe, il n'y a pas d'impact si on est sous AVK ou sous NACO. Oui, je t'entends. Alors, il n'y a pas d'impact, que ce soit sous AVK ou sous… Je vous entends. Il n'y a pas d'impact si le patient est sous AVK ou NACO. Il n'y a aucun impact, il n'y a aucun problème. Et en principe, les anticoagulants, que ce soit les AVK, NACO, n'ont pas d'impact sur le QT. Donc, en principe, il faudrait suivre le protocole qu'on a dit, dont on a parlé tout à l'heure. OK? OK, merci beaucoup. Est-ce que toi qui connais un petit peu la majorité des études, est-ce qu'on a les résultats préliminaires de l'étude Discovery, l'étude européenne? Pas encore, pas encore. Alors, il y a 2 études qu'on attend. On attend Discovery. Oui, je t'écoute. On attend l'étude Discovery et on attend un autre protocole Solidarité. Ce sont les 2 grandes études. Allô? Oui, je t'écoute. Allô? Jusqu'à maintenant, nous n'avons pas encore les études, les études Discovery et Solidarité. Alors, si Discovery, c'est un protocole européen et Solidarité, c'est un protocole qui va inclure tous les patients qui ont du Covid avec les différents protocoles, que ce soit l'hydrochloroquine, que ce soit le protocole avec le remdesivir, avec l'opinavir ou avec l'interleuquine. Donc, on attend encore. Il se peut que la semaine prochaine, en début de semaine prochaine, on va avoir des résultats préliminaires par rapport à la charge virale
et par rapport au PCR, par rapport aux éléments inflammatoires du début. Alors, il faut faire très attention parce que… Merci, oui, merci alors, Ahmed. c'est Alors, c'est- doit-on faire… Professeur Shraibi, Professeur Shraibi, est-ce que je peux commenter l'étude Discovery? Tu m'entends? Oui, moi je t'entends. Très bien. Alors, pour les gens qui sont intéressés par l'étude Discovery, il faut qu'ils rentrent dans trial.gov. C'est un site américain où il y a toutes les études qui sont en cours, les essais cliniques. Ils vont être étonnés quand ils vont lire le protocole de l'étude Discovery. Ils vont se rendre compte que finalement, c'est une étude qui est faite essentiellement pour les malades qui sont graves. Parce qu'on discute de PO2, etc., moins de 90, on discute des malades qui sont en difficulté respiratoire, on discute des malades en réanimation. Alors, pourquoi je parle de ça? Parce que de toute façon, ils ont ajouté un bras hydroxychloroquine. L'hydroxychloroquine, il ne va rien donner, hein, parce que l'hydroxychloroquine, il est intéressante au début de la maladie, pas chez les malades en réanimation. Et puis, il y a une étude très intéressante qui vient d'être entamée aussi, vous pouvez trouver sur trial.gov, pardon. C'est justement l'utilisation de l'hydroxychloroquine dans la prévention de la maladie. Et ça, c'est intéressant. Ça, cette étude, moi, je l'attends avec impatience, le résultat de cette étude, mais elle est au début. Voilà. Je voudrais juste intervenir, si vous m'écoutez. Est-ce que je peux faire une petite remarque, Saïd? Oui, bien sûr. Alors, justement, c'est un message, si Abdel est d'accord avec moi et Saïd Smithou, c'est qu'il faut faire attention à l'utilisation sauvage de l'hydroxychloroquine. C'est-à-dire, il n'y a pas de place à l'automédication. Il faut absolument que ce soit encadré par une équipe médicale avec un suivi par un cardiologue et un suivi par l'électrocardiogramme. Voilà, pas de automédication, pas de prescription sauvage. Ça, c'est un message extrêmement important que je voulais passer. Très important, merci. Merci Ahmed. Alors, puisque tu as… alors, c'est une question qui revient souvent. Le BCG, est-ce qu'il est protecteur? Alors, moi, j'ai vu un papier qui parle de ça, mais en fait, ce n'est pas une étude qui a été faite. Il faut comprendre qu'est-ce que c'est cette histoire de BCG. Est-ce que tu m'entends, ça? Oui, je t'attends tout à fait. Je t'attends. Moi, il n'y a pas de souci. Est-ce que toi, tu m'entends? OK? Alors, le BCG, donc, on a montré aux gens que les gens qui ont fait le BCG n'ont pas fait beaucoup de Covid. Maintenant, de là à dire que le BCG va protéger les gens, il faut quand même faire des études. Je crois pas que je peux pas répondre à cette question aujourd'hui. Je crois pas que c'est. Alors maintenant, il y a aussi certaines personnes qui ont expliqué le fait que les enfants ne font pas beaucoup de maladies, ils sont porteurs asymptomatiques par leur vaccination. Et là aussi, on attend aussi qu'il y ait des études pour confirmer cela. Merci beaucoup. Alors, il y a une question sur la thromboprophylaxie en cas de Covid-19. Je me permets de répondre. Je pense, c'est essentiellement les cas qui sont hospitalisés, les cas graves qui sont en milieu de réanimation, qui doivent nécessiter des HBPM, bien entendu. Hein. Les cas qui sont peu sévères ou modérés, ce ne sont pas des indications à une thromboprophylaxie. Moi, je mettrais même les peu sévères quand ils sont, parce que là, il faut voir s'ils n'ont pas, pas de facteurs de risque, par exemple les femmes, etc. De risque, voilà, donc voilà. En tout cas, ne pas oublier cela. Quand on est face à quelqu'un qui a un Covid, se dire que c'est une personne à haut risque thromboembolique. Ça, il ne faut pas l'oublier. C'est un réflexe qu'il faudrait avoir. Ouais. Alors, est-ce que, bon, il y a certainement des gens en dehors de la cardiologie qui sont avec nous. Précaution pour les dentistes. Très brièvement, en dehors de ce que tu as dit, est-ce qu'il y a des choses spécifiques pour les dentistes?
Ben, je crois qu'ils doivent faire Allô? que les gestes urgents. Sinon, le reste, ils doivent fermer leur cabinet. Ils ne doivent pas faire le très. C'est ce que je suis tout à fait d'accord avec professeur Benis, qui a été dit tout à l'heure par rapport à notre ami qui a affaire. Donc, il faut tout ce qui n'est pas urgent, il faut le reprogrammer. Il faut faire que vraiment les vraies urgences. C'est important. Et le dentiste, il est à grand risque. Donc là, il ne faut pas qu'il s'amuse avec le Covid. Ouais. Il est dans la bouche du malade. Absolument. Dans la bouche, il y a plein de virus. Alors, est-ce qu'on peut avoir des cas de Covid positifs sans fièvre? Oui. Y a-t-il des cas révélés par une mort subite? Oui. Ressuscité? Oui. Parce qu'il y a une chose très importante que les gens doivent connaître, c'est que la PCR reste positive même dans le cadavre. Absolument. D'accord. Il est décrit des cas de myocardite avec des morts subites et des myocardites fulminantes assez rapides qui vont entraîner rapidement des troubles du rythme graves, des tachycardies ventriculaires et des fibrillations ventriculaires. C'est Abdel Fattah. Oui. Est-ce que laver le linge à plus de 60 degrés peut suffire? Oui, mais ce qui est encore mieux, c'est laver à 60 degrés et l'étendre dans le soleil. D'accord. Peut-on stériliser Oui. Peut-on stériliser les masques par autoclave? Alors ça a été fait dans certains pays, mais on n'est pas sûr qu'ils sont stériles. Hein. Donc là, il ne faut pas jouer avec ça. À la limite, utiliser un masque en tissu en bonne et due forme que stériliser un masque en papier, que restériliser un masque en papier, non, parce on n'a pas d'expérience, on ne sait pas à quelle température, la durée, etc. Tout ça, on ne le sait pas, on n'a pas de données scientifiques. Est-ce que l'expérience chinoise, par exemple, a montré que les patients qui ont guéri de cette maladie peuvent garder des séquelles respiratoires, cardiaques, neurologiques? Oui, tout à fait. Quand ils passent par la réanimation, ils peuvent garder des séquelles. Mais il y a très, très peu de séquelles chez les personnes qui ont des formes simples ou des formes modérées. J'ai vu sur le plan cardiologique que les patients doivent rester sur surveillance. Il faudrait les suivre sur l'année qui suit leur Covid-infection, leur Covid-maladie, parce qu'il y a un processus de myocardite qui peut, il peut y avoir une restitution ad integrum, comme il peut y avoir des séquelles, comme une dysfonction VG séquelaire, de l'insuffisance cardiaque ou un processus inflammatoire qui va durer plusieurs semaines pour se tarir complètement. Donc, ce sont des patients justement à risque aussi, je l'ai signalé tout à l'heure, parce que ceux qui ont le Covid ou les anticorps anti-Covid seraient de mauvais donneurs, bien sûr, de greffe cardiaque par la suite, ça c'est un problème à part. Et puis, il y a toujours, comme c'est nouveau, il faut absolument surveiller ces malades sur l'année qui suit au moins, et ce sont des patients à surveiller régulièrement. Merci beaucoup, Ahmed. Alors, oui. Alors, moi, je l'ai dit et je l'ai répété au moins 5 fois dans vos congrès. Tous les malades qui font des pneumonies, qu'ils soient virales ou bactériennes, doivent être suivis par les cardiologues. Parce que les Américains, il y a une dizaine d'années, enfin, il y a même une vingtaine d'années, ils avaient montré même avec les pneumonies à pneumocoque, les malades, ils font des problèmes cardiovasculaires par la suite, insuffisance coronarienne, trouble de rythme, etc., etc. Donc là, les malades qui passent par la réanimation, qui passent par des phases d'hypoxie, ils peuvent faire des complications cardiovasculaires par la suite, quand ils vont sortir de la réanimation. Je suis d'accord avec le professeur Benis de dire qu'il faut les surveiller au moins pendant 1 an, ou parfois 2 ans, pour voir s'ils ne vont pas développer ces problèmes. Alors, une question qui revient assez souvent et parfois même, je pense qu'il y avait un entrepreneur qui a posé la question. Quand quelqu'un est déclaré positif, qui a été traité ou qui est confiné, quand est-ce qu'il pourra ou on peut lui donner la possibilité de reprendre sa vie normale et son travail? Est-ce que c'est seulement sur la clinique ou est-ce que seulement il faut que le test soit négatif? Comment ça se passe exactement? L'idéal, ce serait que le test soit négatif, que la PCR soit négative. C'est ce qu'on fait pour tous les malades actuellement au Maroc. Allô? Alors,
je t'attends, je t'entends. OK? Donc, j'ai dit que l'idéal serait de faire une PCR et la PCR soit négative. Alors maintenant, j'espère qu'on ne va pas arriver dans la situation où on aura beaucoup de malades. Dans ce cas-là, il faut laisser au moins 1 mois entre la guérison et la reprise du travail. Ahmed, Oui. bêta-bloquant et Covid. Aucun problème. Donc, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Aucun problème de prescription. Il faut juste surveiller les malades, il n'y a aucun problème. Voilà. C'est Shakib. Le problème, c'est, comme je l'ai répété, c'est Shakib, tabac et Covid plus. Oui. Le problème, c'est que quand on a le Covid et en particulier les formes un peu avancées, on a une forte stimulation du système rénine angiotensine-aldostérone. Et j'insiste sur le fait qu'il faudrait absolument vérifier les calémies des patients régulièrement parce qu'ils peuvent avoir des hypocalémies en plus des traitements qu'on peut associer et ça peut favoriser torsade de pointe. C'est ça le problème sur lequel je voulais insister. Shakib, à toi. Je n'ai pas entendu la question là. Et Saïd, je n'ai pas entendu la question. Je t'entends plus là. Je n'ai pas entendu la question. Il y a un problème de connexion. Là. Alors, une question. Ouais, moi aussi, j'ai. Ah, ouais. Vas-y. Pardon, c'est Shakib. Je n'ai pas entendu la question. Allô? Allô? Oui. La connexion. Oui. Moi, je te vois. Moi, j'entends le professeur Shakib. Je t'entends assez, Shakib. Oui, mais c'est Saïd qui n'entend pas là. Là, je vous entends. Hein. Alors, est-ce que. Alors, tabac et Covid plus? Oui. Alors, on a l'impression que les tabagiques ils sont prédisposés à faire plus de Covid plus, ce qui est tout à fait normal. Parce que quand le SRAS-CoV-2 rentre dans le poumon, il est accueilli, ce qui est normal, comme tous les germes, par la cellule présentatrice de l'antigène qui est le macrophage. Et on sait que le tabac, malheureusement, il va diminuer l'efficacité du macrophage. Voilà. Saïd, tu écoutes? Tu nous écoutes? Allô? Oui, Saïd. Tu nous écoutes? Oui, j'ai terminé, moi, ma réponse. Question suivante. Allô? La question suivante, Saïd. Est-ce que tu as d'autres questions? Allô? On t'écoute. On t'entend là. On t'entend. Donne-nous les questions des personnes qui sont avec nous là. Ou tu m'envoies la question par WhatsApp. Je la transmets. Là malheureusement, je ne t'ai pas entendu. Hein. Mais je ne t'ai pas entendu. OK. Pardon? C'est bon? Allô? Oui, je t'écoute, Saïd. Oui, je t'écoute, Saïd. Moi, je t'écoute. Moi aussi. Non, je pense que là, je vous entends. Alors, il reste deux questions. Les cas qui sont PCR négatifs avec des signes au scanner, est-ce qu'on est en droit de les traiter? Oui, on les traite et on refait la PCR 4 à 5 jours après la première PCR. Allô? Oui, j'ai répondu. Voilà, je redis ma réponse. Oui, il faut les traiter et contrôler la PCR 4 à 5 jours après la première PCR. Il y a un problème de connexion, je crois. C'est Ahmed? Oui, je t'écoute. De toute façon, je te suis. Hein. Voilà. Non, mais je te suis. Il n'y a pas eu de coupure avec toi. Hein. Justement, mais Saïd, je crois qu'il ne vous entend pas là. D'accord. Alors, juste deux questions. La première, alors la première pour Dr Shakib Abdel-Fattah, patient PCR négative, TDM très suggestive, peut-on démarrer un traitement?
Oui, il faut démarrer un traitement, il faut surveiller le malade et refaire la PCR 4 à 5 jours après la première. Souvent, il est positif. Voilà, je me permets de clôturer cette conférence sur l'attente cardiaque et coronavirus. Et voilà, et je voudrais remercier nos orateurs, le professeur Abdel Fattah Chakib et le professeur Ahmed Bennis pour leur excellente prestation. Voilà, les slides vont être disponibles sur le site de l'AMCAR et l'enregistrement intégral de cette e-conférence sera disponible aussi sur le site de l'AMCAR et probablement sur YouTube. Je vous remercie infiniment. Je remercie tous les membres du comité qui ont participé à la réalisation de ce projet. Je remercie aussi Younes et je vous donne rendez-vous à la prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup. À bientôt, merci.